Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information de la vallée du Richelieu. Cette semaine encore, l'émission sera d'une durée de 60 minutes pour vous présenter encore plus d'informations près de chez vous. Cette semaine, à l'émission, TVR9 couvre la conférence de presse de l'organisme Porte ouverte vers l'avenir afin d'agrandir la maison Stéphane Fallu qui offre un toit aux jeunes sortant de la DPJ. Notre journaliste et animateur Louis Bibeau s'entretient avec Jérémy Letellier au sujet de la gestion de l'offre. Je rencontre Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon et coordonnateur de l'Association des plus beaux villages qui intègre 3 municipalités de la vallée du Richelieu. Maude Johannis, intervenante communautaire de l'Association de fibromyalgie région Montérégie, invite les personnes aux prises avec cette maladie à une activité le 26 février. Pour terminer, Valérie Bigras fait un compte-rendu du salon virtuel du mariage. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cette édition de 60 minutes du Régional. Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'actualité dans la vallée du Richelieu. Le paysage politique municipal se dessine en vue des élections du 2 novembre prochain. 7 maires sortants de la région ont confirmé leur intention de solliciter un nouveau mandat. Parmi eux, Marilyn Nadeau, doyenne des maires de la MRC de la vallée du Richelieu, souhaite prolonger son engagement amorcé en 2013. À l'opposé, Alain Lavallée, maire de Saint-Marc-sur-Richelieu depuis seulement juillet 2023, veut poursuivre le travail entamé après une première année marquée par de grands projets pour sa municipalité. Martin Dulac à McMasterville entend remplir un 3e mandat, notamment après avoir piloté les enjeux liés à l'implantation de l'usine de Nordvolt. Même son de cloche pour Normand Teasdale en poste depuis 2017, qui souhaite continuer à développer Saint-Mathieu-de-Belleuil. Du côté des mairesses élues en 2021, Mélanie Villeneuve d'Otterburn Park, Julie Lucier de Saint-Charles-sur-Richelieu et Nadine Viau de Belleuil comptent aussi se représenter. Cependant, 3 élus sont encore indécis. À Mont-Saint-Hilaire, Marc-André Guertin veut d'abord terminer son mandat avant d'annoncer ses intentions. Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand, prendra sa décision cet été, tandis que Jonathan Chalifou de Saint-Antoine-sur-Richelieu prévoit se prononcer d'ici mars. Enfin, à Saint-Denis-sur-Richelieu, la mairie est actuellement occupée par intérim par Pierre-Luc Archambault après la démission de Jean-Marc Bousquet en novembre dernier. Une situation qui devrait se clarifier avant l'élection de novembre. À Belleuil, l'abattage d'une vingtaine d'arbres sur le terrain du club de golf suscite la controverse. Autorisée par la Ville en novembre dernier, cette coupe visait des arbres malades ou problématiques, selon l'administration publique. En guise de compensation, le club de golf devra replanter autant d'arbres qu'il en a coupés. Toutefois, un collectif citoyen s'y oppose fermement, jugeant que plusieurs de ces arbres étaient en parfaite santé et auraient pu être simplement émondés. Son porte-parole, le paysagiste Stéphane Renaud, dénonce une décision qui, selon lui, nuit à la flore de Belleuil déjà trop affaiblie. Il dénonce la coupe de ces arbres matures, dont un pin blanc centenaire. Le club de golf défend sa décision. Son directeur général, Benoît Laroche, affirme que ces travaux visent à améliorer la sécurité et la pratique du golf et qu'il ne s'agit pas d'un abattage massif. Il explique que le collectif citoyen s'en prend à la mauvaise cible et aurait souhaité pouvoir en discuter avec eux avant qu'il interpelle la Ville. Une rencontre entre le club de golf et la Ville et le collectif est en préparation afin de mieux comprendre les préoccupations de chacun. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, était en Montérégie le 31 janvier dernier pour un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu-Rouville. Devant une salle comble à Belleuil, il a présenté sa vision économique et défendu sa position en faveur des PME québécoises, critiquant les investissements massifs dans des multinationales comme Nordvolt. Il a également abordé la question de l'immigration temporaire, assuré que son parti prévoit une réduction graduelle avec des exceptions pour des secteurs comme l'agriculture. Enfin, il a plaidé pour un meilleur développement du transport en commun dans la région métropolitaine qu'il considère essentiel pour la productivité et l'environnement. La municipalité de Saint-Basile-le-Grand continue d'injecter des fonds dans la construction de l'accès temporaire menant au futur site Nordvolt. Lors de la dernière séance du conseil municipal, les élus ont approuvé une nouvelle dépense de 150 000 destinée au Canadien national. Cette somme couvre les coûts de surveillance géotechnique des sols, jugés de faible qualité par les experts. Le CN, qui considère les travaux comme sensibles, a d'abord assumé la facture avant de la refiler à la municipalité.
Ces frais s'ajoutent à la subvention provinciale de 22,6 millions de dollars déjà accordée pour la construction de l'accès. Les travaux ont commencé à la mi-janvier, mais la Ville refuse pour l'instant d'annoncer une date de fin de chantier. Par ailleurs, l'appel d'offres lancé en décembre pour une étude sur l'aménagement et l'accès permanent au site Nordvolt n'a reçu aucune soumission avant la date limite du 27 janvier. La Ville d'Otterburn Park est en deuil. L'ancien maire Pierre Beauregard est décédé le 30 janvier dernier, à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer. Urbaniste de formation et engagé dans la politique municipale, M. Beauregard avait été conseiller dès 1985, avant d'être élu maire en 1989. Son mandat, marqué par des débats sur le développement et l'urbanisme, a laissé une empreinte durable sur la ville. Son fils, Frédéric Beauregard, souligne son rôle clé dans la préservation du caractère champêtre d'Otterburn Park, notamment par la mise en place de règlements d'urbanisme et l'instauration d'espaces verts obligatoires dans les nouveaux projets immobiliers. Ses anciens collègues, dont l'ex-mairesse André Garon, saluent un homme de principe, soucieux de la qualité de vie de ses concitoyens et passionné par la politique jusqu'à ses derniers moments. La Ville a mis son drapeau en berne pour les funérailles le 15 février au Salon funéraire de Mers de Belleuil. Les besoins en alimentation scolaire continuent de croître au Québec. Le Club des petits déjeuners et la Cantine pour tous, deux acteurs majeurs dans cette cause, ont pu rejoindre 18 000 enfants supplémentaires grâce aux 34 millions de dollars accordés par Québec l'an dernier. Une augmentation de 22 % mais encore loin de combler la demande. Depuis la rentrée, le nombre d'écoles en attente de services alimentaires a bondi de 35 %. Le Club des petits déjeuners dessert désormais 70 % des élèves dans les écoles participantes, alors que la Cantine pour tous a vu son programme s'étendre à 141 établissements. Les deux organismes appellent le gouvernement à conclure une politique nationale d'alimentation scolaire, comme c'est déjà le cas dans d'autres provinces. Pour eux, assurer l'accès à des repas en milieu scolaire est un enjeu collectif qui doit mobiliser tous les acteurs, des gouvernements aux partenaires privés. Voilà, c'était votre tour d'horizon hebdomadaire de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On s'entretient maintenant avec la directrice générale de l'organisme POSA, Porte ouverte sur l'avenir, Mme Sandra Bolduc. Bonjour. Bonjour. On est ici avec un beau projet aujourd'hui, l'agrandissement de la maison Stéphane Fallu. Ça vient de où, cette idée-là de grossir la maison? En fait, c'est une idée folle qui m'est venue un jour où je regardais simplement les rapports trimestriels des intervenants. Puis, je me suis rendu compte que certaines problématiques revenaient surtout chez des jeunes qui ont été en centre jeunesse et qui sont sortis avec pas grand-chose. Il y a comme un trou dans le système. Oui, clairement, mais tranquillement, je pense qu'il commence à y avoir une volonté politique puis une volonté de la population d'aider ces jeunes-là. Premières étapes, lorsqu'on a une idée comme ça, on se demande qui on veut amener de plus. Vous avez pris la décision d'amener des filles. Parlez-nous un peu de votre plan. Bien, en fait, la décision est d'ouvrir la maison et de faire un pavillon pour les filles émane du besoin qu'on a vraiment cerné dans la population, dans les jeunes qui venaient à notre centre de jour. Puis, j'en ai simplement parlé à mon conseil d'administration en leur disant, bien, écoutez, imaginez-vous, vous êtes une fille, vous vous retrouvez à la rue. C'est quoi votre sort? L'imaginaire va très rapidement, puis se sont tous ralliés à l'idée d'ouvrir un pavillon pour filles. Ça devient un refuge pour des jeunes, justement, qui ont peu de modèles, qui ont vécu des épreuves. Vous, pourquoi ça vous touche autant, cette cause-là? Bien, ça me touche beaucoup parce que, étant plus jeune, j'ai pas eu à vivre toutes les problématiques qu'une jeune de la DPJ peut avoir, mais j'en ai vécu beaucoup. Je viens d'une famille où il y avait de l'amour, heureusement, mais il y avait des problématiques, on n'avait pas beaucoup de sous, c'était très difficile. Puis, je peux facilement comprendre ce que ces jeunes filles-là vivent, puis l'anxiété, le quotidien dans lequel ils vivent. Et il faut dire aussi que la plupart de ces jeunes filles-là sont sexualisées à un très jeune âge, souvent en bas âge ou à l'adolescence. Donc, il y a un côté d'eux autres qui leur valorisation se passe souvent par l'apparence et non par l'être. Puis nous, on veut travailler sur l'être. On a appris le nom du nouveau pavillon. Vous étiez un peu gêné. Ça va avoir votre nom, Pavillon Sandra Bolduc. Est-ce que vous allez être capable
d'accepter cette dose-là d'honneur? Bien, ça a été difficile, je dirais, au début. Il y a l'humilité qui rentre en compte là-dedans, puis la volonté du projet de dire, bien, on va aller chercher quelque chose qui est, un nom, une personnalité connue ou quelque chose. Mais finalement, je me suis dit, si ça peut être porteur. Les membres de mon conseil d'administration, mon président, ensuite Martin et Stéphane, ils ont été très de l'avant, très en dehors de la boîte, de dire, bien, on va signifier le travail des personnes qui sont là, qui sont présentes, qui ont bâti ça. Puis si ça peut être porteur pour être une inspiration pour tous les conseils d'administration, pour les gouvernements de reconnaître le travail du milieu, des intervenants, des directions générales qui sont souvent des femmes, ben tant mieux. Puis si ça peut aider par la bande ces jeunes femmes-là, ben c'est encore mieux. Maintenant, pour que le projet s'accomplisse, ça ne sort pas d'un chapeau, là. Il faut trouver de l'argent. On a besoin de combien là, pour faire... C'est un projet qui est à plus ou moins 750 000 $, ce qui est très peu. Il faut dire qu'il faut beaucoup toucher la maison existante pour pouvoir arriver à coller le pavillon. Mais en vrai, c'est vraiment très peu. On a déjà 250 000 $ d'accumulés l'année dernière. L'été dernier, il y a eu Alexandre Vézina qui a marché pendant 300 jours, là, presque à travers le Québec. Et puis, on a ramassé environ 250. Donc là, aujourd'hui, ça me prend 500 000 $. Ça me le prend rapidement, le plus rapidement possible, parce que je veux mettre un toit au-dessus de ces jeunes filles-là le plus rapidement possible. Les chandails? Oui, les beaux chandails qu'on peut voir sur le site de Enro. Donc aujourd'hui, je porte celui de Geneviève Gagnon qui est « Tout est possible » parce qu'elle croit vraiment que pour ces jeunes-là, ceux qui veulent, ceux qui ont des idées, qui ont des projets, bien, ils sont possibles ces projets-là. Donc s'ils sont bien accompagnés, c'est ce qu'on est en train de faire. Et les différentes personnalités qui sont impliquées dans le projet ont chacun leur chandail. Oui, exactement. Diane a son chandail, chacun a une phrase. Oui, c'est leur phrase. C'est eux qui ont choisi leur phrase. C'est eux qui nous sont arrivés avec leur phrase. Il y en a d'autres qu'on n'a pas nommées encore aujourd'hui parce qu'il y a la production des chandails, tout ça. Mais tranquillement, il y a d'autres personnalités qui vont se joindre au mouvement, là. Comment on peut acheter le chandail? On va sur le site d'Enro et puis à partir... Oui, ANRO, Apparel, Enro Apparel. Donc, sur le site, ils vont être... dès aujourd'hui, ils vont être disponibles. Et puis, sur le site web de POSA, on va pouvoir les retrouver dès demain. Madame Bolduc, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Puis, bon succès avec le nouveau pavillon. Merci. Merci beaucoup. On s'entretient avec Christian Diane, alias Diane. Salut, Christian. Salut, ça va bien? Yes. On est ensemble ici pour une cause qui te tient vraiment à cœur, c'est la maison Stéphane Fallu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais concrètement avec cette cause-là? Dans le fond, moi, je suis intervenant à la maison Stéphane Fallu. Je suis intervenant, je suis tout le temps là, en fait. Moi, je reste comme à côté de la maison. Fait que je suis rappel, mais je suis aussi, je fais des suivis avec les jeunes. Je m'implique beaucoup aussi chez POSA, qui est l'organisme qui chapeaute la maison Stéphane Fallu. Donc, je donne des ateliers d'écriture parce que moi, je fais de la musique dans la vie. Donc, j'essaie d'allier l'intervention, la thérapie et l'art ensemble dans mes ateliers d'écriture. Comment ça va ensemble, la thérapie puis l'art? Parce que l'art, c'est une sorte de thérapie. T'sais. Moi, j'écris beaucoup quand je me sens pas bien, mais j'écris quand je me sens bien. Puis j'essaye aussi d'amener les jeunes à faire de l'introspection, parler de leurs sentiments. Fait que le fait, des fois, de le marquer sur papier, c'est libérateur. Ensuite, on le partage devant les gens. Donc là, c'est un autre niveau. Donc ça fait souvent, là, ça fait des belles expériences, des belles ateliers, des belles séances émotives, mais ça fait grandir. Ça, il doit arriver des moments où ça crunch, là. Il doit y avoir des moments difficiles. Est-ce que les jeunes sont réceptifs à faire ça? C'est sûr que c'est pas le premier atelier « Go, parle-moi de ton enfance », mais c'est par étapes, je les amène tranquillement vers ça. C'est sûr que des fois, ouais, ça sort, il y en a qui sont shakés, il y en a qui, sur le moment, ils sont fâchés, il y en a qui ont de la peine, mais à la fin, d'ordre général, tout le monde dit que ça fait vraiment du bien. Fait que, ouais. Y en a-tu qui se trouvent des passions là-dedans? Oui, c'est arrivé. J'ai un de mes jeunes, d'ailleurs, qui, il y a 1 an, il a fait mes ateliers d'écriture. Et la semaine dernière, il est en première partie de mon spectacle à Granby. Fait que lui, il a continué dans la musique. Je l'amène avec moi au studio, j'ai fait une chanson avec. Fait que, il y en a que, moi, c'est sûr, c'est ma passion, puis ça m'a sauvé la vie, tu sais. Fait que j'encourage les jeunes, si ça peut être leur passion, de s'en aller vers ça, c'est sûr. En habitant juste à côté de la maison, c'est pas juste des ateliers d'écriture. Est-ce que ça arrive que comme tu réagis dans des situations de crise? Oui, mais moi, dans le fond, ma job premier atelier, c'est un sideline, mais ma job première, je suis intervenant. Donc, je suis les gars, fait que je suis là tout le temps. Fait que oui, des situations, il
il en arrive, mais on essaie de... nous, c'est une maison comme semi un peu autonome. Fait qu'il n'y a pas d'intervenants sur le plancher qui sont à côté d'eux 24/24. Mais on est là, on a un filet de sécurité autour d'eux. S'ils ont besoin de conseils, on les aide avec leur budget, trouver un emploi à l'école. Puis c'est ça qu'on fait. Ça doit arriver que vous développez des liens vraiment particuliers, là, comme la personne avec laquelle tu fais du rap maintenant. Y a-tu un côté plus difficile ou... C'est sûr qu'en intervention, faut être capable de tracer une ligne. C'est sûr qu'on s'attache au niveau humain, mais il faut quand même être capable aussi de s'en aller chez soi et d'être capable de dormir, parce qu'il ne faut pas que les problèmes des autres deviennent ton problème, sinon tu ne seras pas apte à bien les aider. Mais oui, c'est sûr que tous les jeunes, ça nous tient extrêmement à cœur. Fait que c'est une grosse job, être capable de mettre la ligne. Ouais. Est-ce que tu penses que, étant donné ton parcours et ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu penses que c'est plus facile pour toi de connecter avec eux? Hey, je le sais pas parce que c'est ça, moi. Fait que je sais pas c'est quoi pas avoir ce parcours-là, pas avoir cette expérience de vie-là. Je sais que pour certains jeunes, ça leur parle. Tu dis, gars, t'as déjà passé par là, tu sais de quoi tu parles. Mais j'imagine que pour d'autres jeunes, c'est différent. Puis, tu sais, moi, ça vient avec ma personnalité. Puis, à date, ça va bien. Là. Les jeunes, je pense que j'ai des bons contacts avec eux. Là, se sentir à l'aise avec toi? Et j'imagine. Ce serait plus à eux de me demander, mais moi, je suis à l'aise avec eux. Là, le projet ici, c'est pour agrandir la maison, rajouter 6 chambres pour les filles. Comment tu entrevois ça, avoir une corde de filles avec toi? Bien là, c'est sûr qu'il va y avoir une autre intervenante qui va m'aider, une intervenante fille. Tu sais, moi, c'est mes gars. Moi, je vais m'occuper de la maison en général, mais c'est sûr que ça prend aussi une fille, parce que des fois, c'est plus facile, les contacts avec ton intervenant du même sexe. On peut parler d'affaires plus personnelles, mettons, mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir la dynamique. Je pense que ça va être super profitable, autant pour les filles que pour les garçons, d'apprendre à sociabiliser dans un cadre sécuritaire, puis avec du soutien autour d'eux. Christian, Diane, merci beaucoup pour cette entrevue-là. Plaisir. Je suis certain que tu apportes beaucoup de bien dans ton entourage, puis merci de continuer à faire ça. On essaye, merci beaucoup. On est avec Stéphane Fallu, qui est porte-parole de la Maison Fallu. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Il n'y avait personne de mieux pour être porte-parole? Non, il n'y avait personne de disponible. Puis il trouvait à la Maison Fallu, ça sonnait bien, puis ça coûte pas trop cher de lettres quand tu fais un T-shirt avec Fallu. C'est juste 4 lettres. Je vous taquine, là. Pourquoi vous êtes dans ce projet-là? Qu'est-ce qui vous touche là-dedans? C'est une implication que je trouve... pourquoi? Il y en a tellement de raisons pourquoi. Premièrement, des jeunes qui se retrouvent à la rue, ça me touche. Je pense que mon cheminement de vie aussi, il y a quelque chose qui me rejoint là-dedans par rapport à des problèmes familiales que j'ai eu quand j'étais kid aussi. De voir des gens qui se transforment, c'est plein de raisons comme ça. Puis c'est une belle implication sociale aussi. Puis ça fait du bien. L'idée du nouveau pavillon, est-ce que ça fait longtemps que c'est en branle, ça? Oui, en commençant la maison, on avait déjà l'idée de faire un pavillon pour les filles. Là, on a commencé par les gars, puis là, on trouvait que... Là, on avait fait nos essais-erreurs pour la maison. Là, on trouvait que c'était un bon temps parce qu'il y avait une demande aussi. Il y a une problématique de ce côté-là, de faire une maison pour les filles, oui. Le chandail? Oui. Le vôtre? Aimer pour vrai, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Aimer pour vrai, ça veut dire aimer même quand c'est pas facile. Parce que l'amour, c'est ça, c'est pas juste un coup de foudre, hein? De s'impliquer auprès des jeunes, c'est des jeunes qui vont avoir un cheminement, qui ont une histoire de vie. S'ils tombent, c'est le fun d'avoir des gens qui sont là parce que toute leur vie, les gens étaient plus là après. Fait que c'est ça, aimer pour vrai. Ça peut être des jeunes aussi qui ont vécu des épreuves puis qui ont de la misère à faire confiance aux autres. Puis ils peuvent sentir, quand il y a de l'amour, ils vont la tester. C'est de la vraie amour. Là. Tout à fait, parce que c'est ça. Quand tu as un background comme ça, t'as tout le temps peur, t'as peur des gens, t'as peur de faire des bons choix aussi quand tu n'as presque jamais fait, ceci dit, tu sais. Fait que c'est ça, aimer pour vrai, c'est juste, regarde, tu vas te coucher le soir, là, puis tu peux être relax, là, tu te retrouveras pas dehors le lendemain. La sécurité. Oui, c'est important, là. C'est te retrouver dans un milieu que t'es pas bien, à toi le soir, aller te coucher, si t'es avec des colocs qui sont violents ou si t'es avec des parents que t'as pas une belle relation. C'est stressant, là. Là, tu peux te coucher puis dire bonne nuit au monde puis aller te coucher dans un lit, dans une chambre chaude, avoir de la bouffe. Tu sais, un toit, là, c'est l'essentiel. Niveau financement, est-ce qu'il va y avoir un spectacle, quelque chose qui s'en vient? Là, il va y avoir le spectacle avec Jay Scott à Chambly. Moi, à tous les années, j'organise un show d'humour. Comment on fait pour acheter des billets? On va sur le site de la salle de spectacle de Chambly, le pôle culturel, puis il y a des billets à vendre. On peut aller là.
Sinon, moi, je vais organiser un autre spectacle d'humour avec des amis qui ont fait des sous pour financer. Puis il y a plein de petites activités. Il y a des soirées d'humour ici à tous les semaines. Il y a un nombre, on fait le défi des chefs. On invite des chefs. Les gens ils vont manger, puis on élit le meilleur chef du groupe. C'est ça, l'organisme organise plein d'activités. Allez sur la page, allez voir tout ça. Stéphane Fallu, merci beaucoup de faire ça. Merci de mettre en lumière un problème de société que des fois on pense pas, un peu un trou dans notre système. Je pense que c'est pas... j'aime dire que c'est pas la cause la plus sexy, mais c'est une cause qui fait du bien. Puis merci. Une crise de bonne cause. Une assez de belle cause. Mais je suis vraiment content. C'est sûr qu'il y avait juste toi disponible pour l'entrevue, mais c'est correct. Désolé. Merci beaucoup, Stéphane. Parce qu'après, regarde, je suis encore en train de donner. Alors, je suis accompagné de M. Jérémy Letellier, le président de la Fédération de l'UPA de Montérégie. Bonjour, M. Letellier. Bonjour. Content d'être avec vous à nouveau. C'est réciproque. Depuis plusieurs mois, M. Letellier, on parle beaucoup des secteurs agricoles, des différents secteurs agricoles dont la production relève des mécanismes de la gestion de l'offre. Avant d'aborder ce sujet-là, pouvez-vous nous faire un petit portrait de la diversité agricole de la région de la Montérégie, qui est souvent appelée le grenier du Québec? Bien, je dirais que on porte ce surnom-là de grenier du Québec, garde-manger du Québec, c'est pas pour rien, c'est qu'on a à peu près tous les secteurs de production à Montérégie. Donc, il y en a qui sont plus prépondérantes que d'autres, mais que ce soit la production de bleuets, de fraises, framboises, porc, grains, on les a tous en Montérégie. Tous les secteurs sont bien présents, incluant évidemment les secteurs de la gestion de l'œuf, donc tout ce qui représente la production laitière, tout ce qui a rapport aussi aux œufs et à la volaille. Donc ça fait partie de la gestion de l'œuf. OK. Justement, parlant des secteurs qui sont couverts, si on veut, par les mécanismes de gestion de l'offre, c'est quoi l'importance de ces établissements-là en Montérégie? C'est quand même majeur. Là. On parle d'à peu près 800 fermes laitières en Montérégie au niveau des fermes de volaille. Pour la production d'œufs, c'est à peu près 1000 producteurs. Pour la production de poulet, 600 fermes. Donc, on a 7000 fermes en tout en Montérégie. Fait que c'est quand même majeur. Puis au niveau du chiffre d'affaires agricole aussi, ne serait-ce que que ce soit tous les secteurs de la gestion de l'œuf mis ensemble, c'est 40 des recettes brutes agricoles au Québec. Donc, c'est un secteur extrêmement important. Si on parle des mécanismes de gestion de l'offre, pouvez-vous nous expliquer à nos téléspectateurs un peu comment ça fonctionne? Comment c'est établi sur les... on parle de quotas ici. Là. Exact. Donc, si on fait un retour dans le temps, dans les années 60, ça n'existait pas. Donc, les producteurs, dans le fond, ils produisaient ce qu'ils pouvaient produire. Puis ça amenait souvent des surplus. C'était même plus ponctuel, c'était quasiment structurel, qu'il y avait un surplus de production. Donc, les producteurs étaient vraiment à la merci des transformateurs. Donc, beaucoup de pression sur les prix reçus à la ferme. Même sur à savoir, est-ce que mon lait va être ramassé ce matin? Là, ça allait jusque-là, des fois. Là. Quand la laiterie disait, moi, j'ai plus de place, bien, le producteur restait pris avec son lait, puis parfois, il était obligé de l'acheter. Donc, il y a vraiment eu une prise de conscience des producteurs de dire, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on mette en place un nouveau système. Vu qu'on veut en faire un produit périssable, il faut être en mesure de planifier notre production. Donc, de là vient la gestion de l'offre. Donc, effectivement, vous parliez de quotas. C'est qu'un producteur se fait donner un droit de produire qui équivaut à tant de production. Donc, on appelle ça des kilos de gras, mais essentiellement, c'est le nombre de vaches qu'on peut avoir sur une ferme qui va donner une certaine production donnée, qui va répondre aux besoins de consommation, mais sans qu'il y ait un surplus de production. Donc, ça assure, c'est sûr, évidemment, une sécurité financière pour les producteurs. Mais pour les consommateurs aussi, il y a plusieurs avantages. C'est quoi les avantages pour les consommateurs, justement? Parce qu'on parle souvent, évidemment, de l'effet de stabilisation des prix qui permettent des revenus plus stables pour les producteurs agricoles. Mais pour les consommateurs, ça serait quoi l'avantage? Bien, la première chose, c'est que même au niveau financier, si oui, les prix peuvent sembler plus élevés qu'on peut voir à l'extérieur à quelques reprises. Si on regarde, par exemple, actuellement, la production d'œufs aux États-Unis, bien, les œufs sont très, très chers parce qu'à cause de la grippe aviaire, les prix ont augmenté, donc il y a moins d'œufs sur le marché. Les fermes sont plus grosses, donc quand il y a des problèmes, ça se répercute rapidement sur l'ensemble de la filière. Avec la gestion de l'œuf, on garde des fermes de dimension peut-être plus humaine. Ce qui fait qu'il y a moins de possibilités d'avoir des épidémies qui se répandent, qui ont un impact vraiment substantiel sur la production. L'autre chose, c'est qu'avec des revenus qui assurent les besoins des producteurs,
Les producteurs peuvent mettre en place les meilleurs standards de production aussi au niveau de la qualité des produits. Donc, c'est à l'avantage des consommateurs absolument qui sont sûrs d'avoir une certaine qualité de produit qui est parmi les meilleurs standards. Si on parlait maintenant des avantages pour l'ensemble de la population du Québec, selon vous, ça serait quoi les avantages de ce système-là? Bien, c'est ça. Je pense qu'effectivement, donc, il y a au niveau de la qualité des produits, elle garantit que c'est par les meilleurs standards. Puis aussi, au niveau de l'agriculture qu'on veut, quel genre d'agriculture qu'on veut. L'occupation du territoire. L'occupation du territoire, exactement. Donc, ça permet d'assurer la présence de fermes sur l'ensemble des régions. Ça permet aussi d'avoir une base dynamique agricole dans chacune des régions qui permet à tous les petits villages qu'on a, que ce soit à Montérégie, que ce soit au Bas-Saint-Laurent, que ce soit en Abitibi, de pouvoir bien vivre de sa production. Donc, il y a plusieurs avantages de ce côté aussi pour les consommateurs. On sait que ce système-là a des adversaires, même au Canada. On entend souvent, par exemple, M. Maxime Bernier ou encore l'Institut économique de Montréal ou certains chroniqueurs du journal La Presse qui plaident que ces mécanismes-là sont désavantageux pour les consommateurs parce qu'ils nuisent à une saine concurrence. C'est comme si j'utilise leurs expressions. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Bien, c'est très idéologique, puis je trouve que ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Tu sais, oui, peut-être que ponctuellement, il va y avoir des produits qui vont être moins chers sur les tablettes d'épicerie, mais souvent, quand on regarde aux États-Unis, la production laitière, c'est souvent ce qu'on appelle un loss leader. Donc, on attire les clients au supermarché avec des bas prix dans des produits comme le lait, qui ne reflètent pas nécessairement la réelle valeur du produit. L'autre chose, bien, le lait américain est produit, les vaches reçoivent des hormones de croissance qui s'appellent la somatotropine, qui n'a pas d'influence sur la qualité du lait, mais qui a de l'influence sur la qualité de vie des animaux et leur durée de vie aussi. Fait que quand on parle de quel genre d'agriculture qu'on veut, ça aussi, c'est un facteur qui est quand même important. Donc, moi de dire que ça coûte X nombre de dollars par ménage par année, je pense que c'est pas si transparent que ça comme analyse. Puis on peut jouer beaucoup avec les chiffres, mais on voit très bien le caractère idéologique de l'affirmation. Puis on ne compte pas la qualité des produits non plus là-dedans quand non on plus, affirme effectivement. Ça. Est-ce que, on sait que la question de la gestion de l'offre est revenue, dans le fond, en force avec l'actualité politique qu'on connaît par les temps qui courent. Hein, évidemment, l'élection du président Trump, qui est son entrée en fonction, où il a immédiatement mis sa menace à exécution d'imposer au Canada des tarifs de 25 sur l'ensemble, sauf le pétrole, là, sur l'ensemble des produits exportés canadiens et québécois. Il y a plusieurs observateurs politiques qui pensent que M. Trump fait ça pour préparer une éventuelle... on sait que le renouvellement est programmé là, pour l'an prochain, le renouvellement de la négociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Et M. Trump a souvent mentionné que les producteurs laitiers, par exemple, du Wisconsin, étaient désavantagés par les systèmes de la gestion de l'offre, pardon. Alors, donc, plusieurs observateurs pensent que finalement, c'est ça qu'il y a dans son objectif. Comment vous voyez finalement les conséquences d'une telle éventualité, là, que la question de la gestion de l'offre soit sur la table pour les futures négociations de l'accord de libre-échange nord-américain? Bien, c'est sûr que c'est préoccupant, mais je pense qu'en quelque part, il faut comprendre que ça ne réglera même pas les problèmes qu'ils ont aux États-Unis de surplus de production. Dans le fond, la façon de produire au niveau notamment de la production laitière aux États-Unis, c'est un peu ce qui serait passé au Canada si on n'avait pas mis en place la gestion de l'offre. Donc, on parle souvent des producteurs laitiers du Minnesota, du Wisconsin, du Vermont. Puis la vérité, c'est qu'une bonne partie de la production s'est déplacée. Donc, il y a de moins en moins de fermes familiales, fermes laitières familiales dans ces États-là. De plus en plus, c'est rendu des méga-productions en Californie, en Arizona, faites avec du foin irrigué en plein désert, avec des fermes où on engage beaucoup d'immigrants sans papier qui sont payés à des salaires dérisoires. Donc, c'est pas du tout la même forme de production qu'on a ici. Puis les fermes familiales ont beaucoup de difficultés à arriver. Fait que eux autres, ils se disent, une issue, c'est de pouvoir exporter le surplus de nos produits au Canada, mais dans les faits, ça ne changera pas le problème qui est vraiment structurel. OK. Malgré les appels de l'UPA, il y avait un projet de loi, le projet de loi C-282, qui était présenté par le Bloc québécois, qui était adopté à la Chambre des communes avec l'appui de tous les partis politiques, essentiellement. Sauf que ce projet-là est bloqué au Sénat depuis le mois de juin 2023, malgré donc le vote favorable à la Chambre des communes. Ce projet de loi-là, s'il était adopté,
il ferait en sorte que le gouvernement canadien ne pourrait plus conclure justement un accord de libre-échange avec soit les États-Unis ou l'Europe ou n'importe quel autre pays ou entité politique régionale. Alors, selon vous, c'est quoi qui explique qu'une couple de sénateurs non élus puisse comme ça bloquer un projet de loi qui a fait finalement l'objet d'un vaste consensus à la Chambre des communes? Bien, c'est vraiment dommage qu'un projet de loi comme ça, qui est adopté par l'ensemble des partis, soit bloqué à cause de technicalités parlementaires qui sont difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas initié là-dedans. Là. Puis bon, notre compréhension, c'est que ce sont 2 sénateurs particulièrement qui sont des vétérans au niveau des négociations de traités internationaux qui ont dit on ne peut pas s'attacher les mains comme ça avec une loi qui nous empêche de marchander un secteur d'activité bien précis. Fait que c'est vraiment dommage parce que c'est la volonté du peuple qui n'a pas été respectée au final. Je pense que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que depuis que l'annonce du président Trump de vouloir imposer des tarifs comme ça, il y a comme un élan de solidarité qui s'est vu au Canada. Puis hier, bien, le gouvernement a réitéré sa volonté de vouloir protéger la gestion de l'offre à tout prix. Donc, on se rattache à cet espoir-là pour que nos intérêts soient mieux défendus de ce côté-là. Est-ce que votre organisation est prête à se battre pour appuyer et sauver la gestion de l'offre dans le cadre des futures négociations avec M. Trump? C'est sûr, comme on l'a toujours fait d'ailleurs. Donc, c'est pas la première négociation auquel on fait référence à la gestion de l'offre, comme quoi c'est un secteur qui est menacé. Il y a eu des négociations avec l'OMC à l'époque, le GATT dans l'ancien temps, les accords de libre-échange avec l'Europe, avec les États-Unis. Donc, c'est toujours ramené sur la table. Nous, on défend du mieux qu'on peut les intérêts de nos producteurs. Puis aussi, on est en partenariat avec les producteurs des autres provinces. Donc, c'est pas juste l'Union des producteurs agricoles, là, c'est l'ensemble de la filière agricole canadienne, particulièrement en Ontario, qui est concernée par la protection de la gestion de l'offre, puis le maintien du dynamisme de nos fermes sous gestion de l'offre. Puis on va faire front commun là-dessus pour défendre les intérêts. Merci beaucoup, M. Letellier, pour cette entrevue. Bien, merci à vous. J'apprécie. On accueille en studio M. Sylvain Tremblay, qui est coordonnateur de l'Association des plus beaux villages du Québec et aussi maire de Saint-Siméon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Plaisir. Vous êtes venu nous parler d'une association qu'on ne connaît pas nécessairement. C'est celle qui choisit les plus beaux villages du Québec. Effectivement. C'est vraiment une belle association, puis elle existe depuis 25 ans. Dans un contexte comme aujourd'hui, avec un peu une instabilité de nos voisins du Sud, les États-Unis, quand on se demande où aller en vacances, on va-tu dépenser à Old Orchard ou on reste au Québec, ça serait une bonne idée de visiter nos belles places. Oui, d'autant plus que ces villages-là présentent, dans le fond, un patrimoine bâti très intéressant, puis il y a aussi des paysages particuliers qui font partie de l'histoire du Québec. D'ailleurs, on a développé un label qui s'appelle La Route des plus beaux villages, puis ça permet justement de visiter ces communautés-là exceptionnelles, qui est, dans le fond, un pendant qui existe depuis des années en Europe. C'est-à-dire, en Europe, par exemple, il y a l'Association des plus beaux villages de France, de Wallonie, d'Espagne, d'Italie et du Japon. Et ce cœur de plus beaux villages-là fait partie de la Fédération des plus beaux villages de la Terre. Donc, ça a une notoriété. C'est un label de qualité qui est intéressant et donc, ça permet les gens de venir visiter nos plus beaux villages au Québec. Parmi les plus beaux villages de la Terre. Effectivement. Donc, on fait partie sur la même liste que les pyramides. C'est peut-être pas les pyramides, mais dans le fond, c'est un peu la même chose que quand on parle du programme de l'UNESCO au patrimoine mondial. C'est un des plus beaux programmes de l'UNESCO, puis c'est des sites qui sont exceptionnels pour l'humanité. Donc, moi, je dis souvent, c'est que ton site est, par exemple, Anticosti, qui veut devenir au patrimoine mondial de l'UNESCO, bien, l'île, elle serait dans la bibliothèque de ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité. Donc, les plus beaux villages, c'est un peu le même principe, c'est qu'une des communautés sont dans la bibliothèque de ce qu'il y a de plus beau au niveau des communautés sur la Terre. On a plusieurs beaux villages ici qui sont déjà sur la liste. On a Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu. Qu'est-ce qui font que ces villages-là font partie de la liste? Qu'est-ce qui fait qu'un village est inclus? En premier lieu, c'est sûr que pour être sur cette liste-là ou être dans l'association, il faut devenir membre, puis on passe, dans le fond,
je dirais, une évaluation avec des critères très particuliers sur l'harmonisation des bâtiments. Donc, souvent, il faut que la rue principale ait des bâtiments qui soient historiques, qui soient bien rénovés, qui ont aussi de l'histoire. Et ça peut comprendre aussi, par exemple, des paysages, parce que dans certains cas, c'est plus les paysages qui sont plus inspirants que le patrimoine bâti. Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Bien oui, par exemple, c'est sûr que du côté de la rivière Richelieu, ce qui est intéressant, c'est toute l'histoire. Évidemment, on parle des patriotes, mais il y a des maisons qui ont 300 ans facilement, qui sont bâties en pierre. Mais il y a sous le régime français, il y a des bâtiments, mais il y a aussi le début, dans le fond, des maisons québécoises qui ont été construites. Alors, c'est particulièrement intéressant aussi de voir la rivière passer dans le milieu de nos communautés de cette section-là. Mais il peut y avoir, par exemple, je pense à Havre-Aubert, qui est du côté de l'île de la Madeleine, où là, évidemment, c'est le contraste qu'on a avec les plages magnifiques, les bâtiments, un petit peu de pêche, puis évidemment, soit le golfe du Saint-Laurent ou l'océan. Fait que ça donne, je dirais, une perspective qui présente l'ensemble du Québec avec une beauté extraordinaire. Souvent, on va à des endroits au Québec en famille. Ça peut être des campings, ça peut être de l'hébergement, ça peut être la famille. On n'est pas toujours habitué à aller voir notre Québec, comment il peut être intéressant en région. Puis s'il y a une façon de le faire, c'est d'aller consulter non seulement le site Internet qui est leplusbeauvillage.ca, mais aussi les médias sociaux qui vont donner, dans le fond, une image qu'il n'y a rien de plus beau que chez nous dans nos communautés. Quand on prévoit des voyages, on se dit « je peux aller en Europe, je vais aller en Amérique du Sud », mais ici, on a des belles places aussi, là. Oui, puis pour ces municipalités-là qui ont choisi de dire, bien, nous autres aussi, on fait les efforts pour rester comme ça, c'est qu'en plus, avec la Fédération des plus beaux villages de la Terre, on est dans un réseau mondial où tu as des gens, une clientèle cible de touristes qui, eux, choisissent d'aller visiter, parce qu'il y en a 300 en France, il y en a autant en Italie. Moi, je suis allé quelques fois aussi. Mais qui veulent aussi voir ce qui se passe au Québec, qui est comme sur le continent, on est la seule association qui est membre du réseau. Donc, ces gens-là, en priorité, après avoir visité l'Italie, l'Espagne, la France, le Japon, bien, ils disent, moi, je vais aller certainement en Amérique voir ce qu'il y a de plus beau, et ils vont aller visiter les 40 villages, donc sur la route des plus beaux villages du Québec. Donc, je comprends que l'avantage principal d'être sur la liste des plus beaux villages, c'est de rayonner à l'international, attirer un certain nombre de touristes. Est-ce que ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, j'imagine? Oui, beaucoup. Aujourd'hui, comme n'importe quoi, c'est les réseaux sociaux. C'est sûr que ça crée une notoriété supplémentaire pour la municipalité. C'est un label, hein? C'est un label. Et c'est pas cher nécessairement parce que je trouve que les petites municipalités n'ont pas toujours les moyens de faire du marketing. Hein? On est souvent dans les associations régionales, à travers nos attraits aux entreprises touristiques locales. Mais c'est un des beaux moyens de faire connaître les régions parce que, de toute façon, pour passer, mettons, pour aller voir Saint-Denis, bien, il faut passer par d'autres communautés. Donc, ça veut dire que quand les gens se dirigent vers nos plus beaux villages du Québec, ils n'ont pas le choix de passer à travers la région et d'autres municipalités. Ce qui fait, en fait, c'est une force pour être capable de découvrir notre Québec régional. Est-ce qu'il y a un volet administratif pour une petite municipalité à s'inscrire sur cette liste-là? Est-ce que ça demande beaucoup d'efforts? Non, c'est pas très compliqué, sauf que si c'est la première fois, évidemment, il faut passer une évaluation avec des professionnels. C'est souvent des gens qui sont à leur retraite, architecture, patrimoine, et qui vont justement établir les critères. Contrairement à d'autres associations, parce que dans le monde municipal, puisque je le connais bien, il y a d'autres, il y a les villages relais, par exemple, où il y a le pendant en Europe qui est les villages étapes. Ça, sont beaucoup plus concentrés sur la sécurité routière, ou le fleuron, qui est aussi intéressant pour les citoyens d'embellir la ville. Mais ça demande un petit peu plus d'effort de la municipalité parce qu'il faut répondre à des critères, évidemment, vous avez compris, de beauté, de patrimoine. Parce que sans ça, on ne pourra pas dire qu'on est les plus beaux, parce que je sais que ce soit pour toutes les maires ou les mairesses de nos municipalités au Québec, c'est toujours notre village qui est le plus beau. Oui, est-ce qu'il y a une petite compétition à l'interne quand vous vous rencontrez? Non, c'est mon village qui est le plus beau. Bien, que ce soit, c'est sûr, à la Fédération québécoise des municipalités, c'est toujours notre village qui est le plus beau.
Mais quand on est à l'Association des plus beaux villages, souvent, on va trouver le moyen d'aller voir qui attire le plus sur les médias sociaux de visiteurs. Et comme on peut les compter au niveau statistique, on est capable de dire, bien, celui-là, il est très, très vu, celui-là, il est à travailler un petit peu. Mais je pense que l'important, c'est, je sais parce que récemment, on a fait un plan de communication, puis on a refait des enseignes, la route des plus beaux villages. Et c'est toujours une fierté, autant pour les citoyens que les élus, de mettre cette enseigne-là à l'entrée et à la sortie du village, comme quoi nous faisons partie des plus beaux villages du Québec. M. Tremblay, c'est un plaisir de vous accueillir ici. J'invite tout le monde à la maison à aller visiter la page web, peut-être planifier un voyage, encourager l'économie locale aussi, les gens qui travaillent fort dans ces régions-là, puis bénéficier des beaux paysages, des beaux bâtiments. Je rappelle, vous êtes le coordonnateur de l'Association des plus beaux villages du Québec, ainsi que le maire de Saint-Siméon. Merci beaucoup. On accueille en studio Maude Joannis, qui est intervenante avec l'Association de fibromyalgie Région Montérégie. Bonjour Maude. Bonjour. La fibromyalgie, c'est une maladie qu'on peut connaître, qu'on peut pas connaître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette maladie-là? Bien, c'est une maladie, dans le fond, où on ressent des douleurs chroniques. Les douleurs peuvent être musculaires ou articulaires. On va dire que les douleurs peuvent être comme un peu des picotements, des brûlures, de l'engourdissement. Il y a comme un cercle qui revient beaucoup dans les symptômes qui sont les troubles de sommeil. Ensuite, il va y avoir la douleur chronique. Il va y avoir aussi la fatigue chronique, due au fait qu'on ne dort pas bien, qu'on a des douleurs et tout. Puis on va avoir aussi le fibrobrouillard, qui sont des troubles cognitifs. On oublie, on a des pertes de mémoire, on est un peu mélangé. C'est pas mal. C'est une maladie qui touche un certain pourcentage de la population, vous m'avez dit plus tôt? Oui, exactement. On estime à 2 C'est quand même beaucoup, là. Oui. Comment on fait pour se faire diagnostiquer avec cette maladie-là? Tout d'abord, il faut prendre rendez-vous avec son médecin. Okay. Avec le médecin, il va falloir expliquer c'est quoi les symptômes, qu'est-ce qu'on ressent et tout. Puis, on va faire une analyse, puis on va essayer d'éliminer les cas possibles d'autres maladies pour ne pas se mélanger. Un coup que ce travail-là a été fait, on va transférer le dossier à un rhumatologue. On va essayer de voir un rhumatologue qui, lui, va avoir un test pour pouvoir déceler la maladie. Puis, à ce moment-là, on recevra le diagnostic. Donc, c'est un peu la maladie qui, à la fin, lorsqu'on a fait tous les autres tests, tous négatifs. Est-ce que c'est difficile à accepter pour les gens, étant donné qu'on n'a pas un diagnostic rapide ou clair qu'on a cette maladie-là? Bien, c'est sûr que c'est un deuil d'apprendre qu'on a une maladie, qu'on apprend qu'une maladie nous empêche parfois de faire nos activités quotidiennes, mais aussi c'est un soulagement de dire enfin j'ai trouvé qu'est-ce que j'ai, mais après ça de voir comment ça va impacter le reste de notre vie, c'est sûr que ça prend un certain temps. Il y a plusieurs de nos membres qui disent même que ça peut prendre plusieurs années avant qu'ils aient décidé de dire enfin bien là je vais prendre soin de ma maladie ou essayer de m'informer à savoir comment que je peux l'aider. En effet, c'est un gros travail. Comment ça peut impacter la vie, là? On a des symptômes, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres conséquences que les gens vivent? Bien, étant donné que les douleurs, normalement, elles sont sur du long terme, puis elles peuvent varier fort, moins fort, tout dépendant de l'environnement, c'est sûr qu'on peut avoir de la difficulté à faire les tâches quotidiennes de la journée ou de rester éveillé ou d'avoir des moments pour bien fonctionner. Fait que souvent, ça va impacter le travail. Il va falloir prendre des arrêts de travail, des journées maladie, puis à long terme, bien, il y a certaines... ça peut amener même à ne plus avoir de travail, puis là, à ce moment-là, on est un peu plus... difficile côté financier. Puis si on n'est pas encore à la retraite, bien là, c'est ça, on essaie de trouver... Ouais, ça peut apporter de la précarité financière, en plus des douleurs et de tout ça. Oui. Y a-t-il des façons d'améliorer sa qualité de vie, autre que la médication? En effet. Ben oui, on pourrait améliorer. Dans le fond, il n'y a pas de médicaments de cure pour la fibromyalgie. On va parler beaucoup d'une approche multidisciplinaire. On va essayer de voir dans plusieurs aspects, dont l'alimentation. Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? On essaie d'éviter tout ce qui est aliments transformés, aliments gras, pour y aller avec des bases. On va aussi parler de voir des professionnels. Des fois, notre entourage, bon, c'est des bonnes personnes, mais on essaie de voir comment on peut essayer d'avoir un peu plus d'aide, soit un professionnel comme un acupuncteur, pour le psychologique, un psychologue, un psychiatre, tout ça. Fait qu'on essaie de voir à l'extérieur. Ou même nous, l'association, on est là pour accompagner les gens fait que, dans la maladie. Fait qu'on est là aussi. On va aussi parler aussi d'activité physique. Le but, c'est de bouger. Même si on a des douleurs, plus on bouge, mieux ça va améliorer, même si au début, c'est très difficile.
Avez-vous vu des cas où une personne a commencé à changer ses habitudes de vie puis son état s'est amélioré? En effet, on a une membre qui a été quand même présente puis qui est encore présente dans notre réseau, qui avait, à son arrivée, ou a vécu une période très difficile où elle était en canne ou en fauteuil, puis à cause des douleurs qui étaient vraiment insupportables. Puis rendue aujourd'hui, bien, elle a fait des changements dans son alimentation, comme je vous ai dit, dans tout son environnement. Puis maintenant, elle est apte à marcher puis à faire ses activités comme tous les jeux, comme les autres. C'est sûr que la maladie est encore présente, mais sa vie est vraiment mieux qu'on pourrait dire, puis elle est même en voyage aujourd'hui. Oh. Pour les autres personnes qui pourraient être atteintes de la maladie puis qui voudraient améliorer leur état, vous offrez une activité. Oui. Donc, le 26 février prochain, c'est une activité de quoi exactement? Dans le fond, le 26 février prochain, dans le cadre de Montérégie On Bouge, avec Sport et Loisirs Montérégie, dans le fond, on offre l'Escentrix. L'Escentrix? Quoi? L'Escentrix. Okay. C'est une activité pour pouvoir aider le corps à faire des mouvements plus longs, pour pouvoir essayer, c'est un peu un conditionnement physique. Fait qu'on essaie de faire des mouvements plus longs pour essayer d'étirer puis de ne pas se blesser. Ça permet d'avoir une meilleure force, une meilleure endurance, puis on se sent souvent plus détendu quand on fait ça. Donc, par exemple, c'est des activités qui vont améliorer la fluidité du corps. Donc... Exactement. Puis la santé, tu sais, on va sentir mieux. Puis la santé des articulations et des muscles. À force de travailler puis de leur donner des commandements plus lentement, ça va les aider. Donc, par exemple, aller chercher quelque chose au lieu d'aller d'un coup. On va le séquencer. Ça serait étape par étape, épaule, coude. Exactement. Okay. Puis aller plus doucement au lieu de dire je vais chercher, on va y aller plus doucement, puis on va pratiquer, on va donner les instructions à notre muscle. Qui peut s'inscrire pour cette activité-là? Bien, tous les membres de la Montérégie ainsi que les habitants de Belleuil. Dans le fond, vous avez juste à aller sur notre site Internet, fibromyalgiemontérégie.ca, puis vous allez pouvoir vous inscrire ou nous téléphoner à notre numéro 514-928-1261, poste 1, poste 2. Puis on va pouvoir faire les démarches avec vous. Ça a lieu au Club Optimiste à Saint-Hubert. Donc, c'est entrée gratuite, il va y avoir des collations, des prix sur place. On a vraiment hâte. Maude Joannis, merci beaucoup d'avoir été présente avec nous. Je rappelle, vous êtes intervenante pour l'Association de fibromyalgie Région Montérégie. Et merci pour cette activité-là. Et tous ceux qui peuvent s'inscrire seront bienvenus, j'imagine, à votre activité. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. On accueille en studio Valérie Bigra, qui est productrice du Salon virtuel du mariage La Vie après le oui. Bonjour Valérie. Allô? Le salon s'est tenu le 8 et le 9 février dernier. Comment ça s'est passé? Ça s'est vraiment bien passé. Les futurs mariés étaient vraiment au rendez-vous, des fournisseurs hyper généreux. Notre ambassadeur cette année, c'était Jean-Michel Anctil, qui va se marier à l'automne prochain. Donc, c'était vraiment chouette. Il y a eu combien de personnes inscrites déjà? J'ai pas eu le temps de tout calculer, mais le vendredi, quand on a envoyé tout le lot, on était 472. Et je sais qu'il y a eu des achats par la suite, donc probablement qu'on a dépassé le 500 cette année. Donc, 500 pour la 5e édition, je suis très contente. Mais c'est pas fini, parce que l'avantage du format, c'est virtuel. Donc, on peut encore s'inscrire puis bénéficier des ateliers. En fait, comment ça se passe, c'est que tous les mariés qui ont acheté leur billet vont recevoir le lien en différé. Probablement, là, on vise début mars parce que c'est quand même 18 heures là, de montage, d'enregistrement, donc c'est du boulot encore. Et il sera remis en vente sur le site web, donc les gens qui l'auront manqué pourront aller l'acheter. Ça s'adresse à qui particulièrement, cet événement-là? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà pris la décision de se marier? Bien oui, souvent c'est les futurs mariés, donc les fiancés, donc les mariés qui vont se marier en 2025, 2026, mais aussi 2027. Mais ça peut être des organisatrices de mariage aussi qui veulent des nouvelles idées et tout ça, parce qu'on parle tendance, on parle nouveauté. Donc, c'est super intéressant aussi, bien, je sais pas, pour ceux qui rêvent de se marier, pourquoi pas. C'est un super beau week-end. Puis, on a juste, c'est juste du gros love tout le week-end. On avait plus de 10 000 $ en prix à faire gagner. Okay. Donc, à chaque fin de conférence, chaque fournisseur faisait tirer un prix. Donc, c'était vraiment chouette. Il y a des fournisseurs qui ont été encore plus généreux. Ah oui, des fois, on avait des surprises. Même Jean-Michel, au début, il était supposé juste de faire tirer un prix, qui était une paire de billets pour une pièce de théâtre. Puis après ça, il a dit « Ah, j'ai envie de vous gâter encore plus. On va faire tirer 2 places pour l'enregistrement de Ça finit bien la semaine avec séance photo privée avec lui et tout ça. » Donc, il y avait le bijoutier aussi qui a fait tirer un bracelet pour homme en plus. Il y a eu plein de surprises comme ça. Donc, on est vraiment dans une vibe vraiment le fun. Puis, à la toute fin, il y a une session clavardage où les futurs mariés peuvent poser leurs questions en direct.
Donc, c'est très, très, très complet. Puis en même temps, c'est le fun parce que c'est pas sous pression. Donc, c'est les futurs mariés qui vont aller voir l'horaire sur le site Web, vont choisir les conférences qui les intéressent et vont écouter à leur guise. Donc, c'est eux qui vont à la rencontre des fournisseurs qui les intéressent. Mais on propose toujours d'écouter quand même les conférences, même si vous avez, supposons, déjà votre photographe, parce qu'on vous amène les nouvelles idées, les nouvelles tendances que vous pourrez prendre l'idée et apporter à votre photographe. Donc, c'est vraiment monté comme une émission de télé, donc tout le monde reste accro toute la journée. Pourquoi c'est encore d'actualité en 2025 de se marier, selon? Mais parce que je pense que l'amour est là, puis je veux dire, tu sais, avec tout ce qui se passe justement dans l'actualité en ce moment, je pense que c'est un bon mot au cœur, ça fait du bien. Puis, ben, c'est un sujet qui touche, tu sais, je veux dire, que ce soit à Noël, que ce soit à la Saint-Valentin, on le voit, c'est vraiment les mois les plus à la hausse au niveau des demandes de fiançailles. Les gens, même si c'est plus difficile, puis qu'il y a l'inflation et tout, les gens continuent à croire puis à vouloir se marier. C'est une union, hein, c'est un partenariat. Parlant d'inflation ou d'argent, vous donnez des conseils aux gens comment garder leur cérémonie raisonnable pour le budget. Oui, on ne reçoit plus pour épater la galerie. On a convenu que 50 invités reste un beau nombre à respecter. Puis, se marier en hiver aussi, c'est vraiment un beau compromis. Parce qu'en hiver, en hiver? Oui, parce que c'est la saison un petit peu en baisse, un petit peu plus morte pour nous. Donc, on peut aller chercher un 10 à 15 % en moins pour les chambres en hôtellerie. Une salle en location, un samedi d'été, peut être 2 500 $ plus taxes en location, alors qu'un samedi en hiver peut être 450. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Au niveau de tous vos fournisseurs, photographes, transport, que ce soit n'importe quoi, vous allez avoir des meilleurs prix parce que pour nous, c'est un petit peu plus tranquille. Donc, il faut aller... Bien, c'est souvent, parce que c'est souvent un frein. Hein? Tu sais, les gens, ils peuvent se marier pour les bénéfices. Il y a des bénéfices à se marier au niveau légal et ça peut des consentements, l'autorité parentale partagée. Voilà. Testament, c'est ça, allocation, succession. Fait que c'est sûr que oui, c'est une sécurité de se marier aussi. Puis, ben c'est ça. Puis l'année prochaine, scoop, le 14 février tombe un samedi. Okay. Donc, c'est ce qu'on disait aussi. Mettez-vous ça au calendrier, chers futurs mariés. On se marie le 14 février. Vous offrez un super week-end à vos invités parce que c'est une belle journée. Quoi de mieux que de se marier la journée de la Saint-Valentin? Puis ça va rester une journée encore plus significative pour vous au niveau de la Saint-Valentin, puisque ça va vous rappeler cette belle journée. C'est vrai. Souvent, hein, c'est une fête qu'on célèbre, mais si en plus, il y a un événement marquant qui nous est arrivé cette journée-là. Plus dans les détails qu'est-ce qui s'est passé lors de l'événement, vous donnez des conseils sur quoi? Là? Des personnes qui veulent se marier, est-ce que vous parlez de la cérémonie, j'imagine, le gâteau? On parle de tout, on a tous les fournisseurs là, chevronnés de l'industrie, donc ça va du bijoutier, pâtissière, fleuriste, célébrant, l'organisatrice, ça va, mon Dieu, on avait chorégraphe, on a eu 2 parades de mode en direct. Donc, Blandin de Loie faisait une parade de mode sur mesure, autant pour la femme que pour l'homme, parce que dorénavant, il y a beaucoup de femmes qui s'unissent. Et bien, c'est pas tout le monde qui aime porter des robes. Donc, ce qui est très tendance cette année, c'est la petite veste pas de manches plus ajustée avec le pantalon. Alors, on a vraiment présenté ça. Et on avait Agapé, qui est une boutique de robes de mariée. Alors, on avait lancé un concours. C'est ça aussi, c'est que c'est très interactif. On avait lancé un concours, on cherchait 6 mariés VIP. Ils se sont prêtés au jeu. Ils ont joué au mannequinat pour nous. Ils ont paradé ces belles robes-là. Donc, eux, bien, je leur offrais une coiffure, maquillage, un essai gratuit, se mettre un peu dans le bain au parfum de ce qu'elle allait peut-être vivre dans les prochains mois. Donc, tout le monde en a eu pour son goût, ces informations. Je pense qu'on a répondu à plusieurs questions. Puis, on est vraiment préparé. C'est beaucoup de travail, là. Chaque conférencier, on s'est pratiqué et tout. Donc, le but, étant donné que ça va être remis en différé, bien, les conférences sont très bien construites. Donc, souvent, même les questions, des fois, c'est ça. On avait tellement bien répondu qu'ils nous faisaient plus répéter, mais on avait déjà pas mal fait le tour. Parce que c'est déjà du travail que vous faites en amont pour les gens. J'imagine que c'est préparer un mariage. Ça implique combien de temps, ça, préparer un mariage pour une personne normale? 1 an et demi d'avance. Oui. Puis même, justement, pour bloquer les prix, si on se marie en 2026, 2027, bien, c'est en 2025 qu'il faut déjà faire les dépôts puis déjà
pour bloquer les prix. Il y a au niveau de l'inflation de la nourriture, il pourrait y avoir une augmentation de 10 dépendamment de l'année où ce que vous allez vous dire oui, mais c'est déjà maintenant qu'on doit... fait que si, supposons, l'année prochaine, en 2026, vous aviez des grosses rénovations à faire à la maison, bien, votre réalité, c'est peut-être de vous dire oui en 2027. Fait qu'on fait des choix judicieux. Vous voulez vous acheter une maison, moi, je vous dirais, achetez votre maison, vous vous direz oui après. On va dans... Mais si vous voulez des enfants, vous avez mieux de vous marier avant, parce que ça peut prendre le bord avec les enfants, les valeurs et tout ça. Peut-être que vous allez vous magasiner un voyage à Walt Disney versus un mariage. Alors, pour ceux qui sont intéressés à visionner tout ça, votre adresse pour acheter le billet? Oui, c'est conférence au pluriel, virtuel au pluriel, mariage au singulier.com. Tout est sur le site web, donc vous allez retrouver ça le début mars. Il faut nous laisser le temps de faire le montage. C'est quand même 18 heures d'enregistrement, donc c'est un gros week-end, mais on vous offre un salon haut de gamme de qualité qui répondra à vos questions. Valérie Bigras, je rappelle, vous êtes productrice pour le salon de mariage virtuel La Vie après le oui. Merci pour être passée en studio avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Voilà, c'est ce qui complète l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu'un qui est intéressé par le monde des médias, que ce soit derrière ou devant la caméra, TVR9 a besoin de vous. Communiquez avec nous à l'adresse info@tvr9.com et peut-être vous aurez la chance de venir avec nous ici en studio. Dans tous les cas, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'1 heure du Régional.